Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fièrement Congolais qui est en fait votre émission en tant que Congolais. Cette émission qui montre comment les Congolais peuvent participer à la grandeur de leur pays, de leur patrie. Et comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et heureusement, c'est vous, chers téléspectateurs, qui faites gagner l'équipe qu'on ne doit pas changer. Parce que vous avez demandé à ce que M. Bodom Matungulu puisse revenir pour répondre aux nombreuses questions que vous nous avez posées, surtout lorsqu'il est passé à l'émission Fièrement Congolais et face au public. Vous nous avez posé des questions, nous avons réussi à mettre la main sur lui, c'est pas facile, hein, parce que lui, il est toujours entre les 6 avions. Comprenez ce que je voudrais dire. Monsieur Bodom, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien, ça va. C'est pas facile de mettre la main sur vous, hein? Non, on est toujours disponible quand il faut répondre surtout aux questions de la population congolaise. Voilà. Alors, je le dis parce que je sais que vous représentez valablement la République démocratique du Congo, même sur le plan international. Dernièrement, vous avez participé à une session à Dubaï. Oui. De quoi s'agissait-il? Alors, la session à Dubaï, c'était en fait une pré-session de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, donc la 60e Assemblée générale de la BAD. Okay. Bon, à Dubaï, nous avions été invités comme étant des experts pour réfléchir sur des thématiques en rapport avec les infrastructures en Afrique. Et je suis parti en fait pour présenter une réflexion que nous avions eu à faire sur comment est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique peut financer son développement et particulièrement ses infrastructures en se servant des ressources naturelles qu'elle possède aujourd'hui. Et Dubaï a été pour nous comme une vitrine parce que c'est un exemple palpant de ce que le pétrole qu'ils ont eu à découvert a pu transformer un désert aujourd'hui à un pays des rêves pour tout le monde. Et c'est là que nous avons en fait présenté notre réflexion, nos travaux qui ont été retenus par les jurys et qui nous a publicité en fait du prix bâtisseur Babacar Ndiaye 2025 que nous avons eu l'honneur de recevoir lors de la 60e Assemblée de la BAD en Côte d'Ivoire. Voilà, ce n'est pas pour rien, c'est pourquoi je dis qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Vous avez reçu un prix au nom de la République démocratique du Congo. Vous êtes un fils du pays, un compatriote, un patriote avéré. Et pendant cette session, vous l'avez dit, on a parlé des infrastructures. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Kinshasa est devenu un chantier. Alors, je voudrais qu'on puisse parler un peu des infrastructures routières. Vous êtes le président des think tanks RDC. Quand vous regardez la manière dont les choses se passent à Kinshasa, parce que là, on n'a même pas, on a du mal à circuler en fait. Alors, quand vous regardez, vous devez penser. Vous avez pensé à quoi comme solution palliative pour qu'on puisse quand même venir à bout de tous ces embouteillages qui nous empêchent d'arriver soit au boulot à temps? Vous savez, madame, en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est peut-être, c'est pas peut-être, mais c'est la conséquence de l'inaction dans le passé. Et je pense qu'on est dans une ville qui a été conçue et construite à l'époque pour 400 000 habitants. Aujourd'hui, on a plus de 17 millions d'habitants qui vivent à Kinshasa. Et ce sont des faits aujourd'hui qui ont des réponses scientifiques. Parce que si vous ne les appliquez pas, il n'y a pas de miracle à cela. Dans toutes les grandes villes, les mégapoles du monde, parce qu'il faut retenir ici que Kinshasa, c'est parmi les grandes villes africaines, mais aussi dans le monde. Et la RDC est en train de connaître une croissance démographique qui demande à ce qu'il y ait des politiques publiques qui vont permettre à ce qu'on puisse résoudre ce genre de problème. Malheureusement, les politiques publiques ne suivent pas en fait cette évolution démographique. Aujourd'hui, on a du mal à circuler à Kinshasa, ce n'est pas étonnant parce que les routes qui existent aujourd'hui connaissent beaucoup de problèmes. C'est-à-dire d'abord la praticabilité de ces routes et en termes aussi des densités de ces routes, elles sont
vraiment insuffisante. Dans les grands pays, de grandes villes telles que Kinshasa aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle des reports modaux. C'est-à-dire aujourd'hui, on arrive premièrement à pouvoir mettre en place des transports de masse tels que les trains, les métros. Oui, les métros. Parce que lorsque vous avez juste une rame, lorsque vous prenez une rame d'un train qui vous transporte à peu près 100 personnes, lorsque vous faites un calcul et que vous avez presque 25 voitures qui devaient passer, que vous reportez en fait de l'autre côté. Et le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, la manière dont la ville de Kinshasa a été conçue, c'est une ville monopolaire. Donc, c'est-à-dire, le matin, tout le monde va converge vers les centres-villes et le soir, les gens rentrent. Et aujourd'hui, il faudrait que l'on puisse dépolariser la ville. On ne peut pas faire concentrer juste toute l'administration dans un centre-ville. Il faudrait créer d'autres pôles urbains. Ce qui va permettre à ce que, lorsqu'il y a cette dépolarisation, même en termes de concentration de la mobilité, on peut mieux gérer les flux. Et à côté, arriver maintenant à construire aujourd'hui des infrastructures telles que des autoroutes, des routes de contournement, telles que la rocade qui est en train de se faire. Et cela va permettre à ce que les choses puissent mieux se passer. Et il y a une étude que nous avons menée dernièrement dans le cadre d'un programme avec la Grande-Bretagne, et qui ont financé une étude sur la mobilité. On s'est rendu compte d'une chose. En fait, lorsque je prends l'artère telle que celui du boulevard Lumumba, qui a aujourd'hui 8 voies, 8 bandes, en fait, le problème, c'est pas que la route est saturée, mais qu'il y a beaucoup de véhicules. Non, mais c'est juste que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte. C'est entre autres aujourd'hui la régulation de la circulation, où vous avez affaire à deux phénomènes, des chauffeurs indisciplinés, des chauffeurs qui ne suivent pas les codes de la route, et des fois même les personnes qui sont censées réguler cette circulation, qui ne sont pas aussi formées. C'est ça en fait. On se retrouve dans cette situation. Et ça pose problème. Vous avez les intersections qui ne sont pas régulées par des feux. Vous avez des routes qui présentent des trous et qui ralentissent en fait la circulation. Et tout ça, ça a un impact sur cela. Et deux fois, on n'arrive pas, nous, à se rendre compte de ce que cela a comme impact sur même la vie économique et même sur l'environnement. Parce que qui parle d'embouteillage, c'est la pollution. Et la ville de Kinshasa devient une ville polluée. Qui part de l'embouteillage, c'est l'économie qui est touchée. Imaginez-vous quelqu'un qui, pour arriver à son lieu de service, doit prendre 4 heures du temps sur la route. Lorsqu'il arrive, il est déjà fatigué. Ce n'est pas une personne qui aura un rendement à la fin de la journée. Et il doit quitter tôt pour ne pas en fait arriver tard. Alors on ne fait plus 8 heures de travail. Et on ne fait plus 8 heures de travail parce que la personne qui arrive est déjà amortie. Et quand il rentre, il n'a pas le temps de retrouver sa famille parce qu'il arrive déjà tard, les enfants dorment, tout cela. Ça joue aussi un rôle sur tout ça. Alors, vous avez donné l'exemple des grandes villes. Même en Afrique, on voit ça. Quand vous allez dans un pays comme l'Afrique du Sud, Johannesburg, c'est connu, c'est la ville pour les affaires. La capitale, il y a les institutions. Vous allez à Dubaï. Donc, on a cherché un peu à pouvoir faire en sorte que la capitale puisse respirer. Alors, ici, tout est centré à Kinshasa. Alors, quand on fait le travail, on commence à construire les routes, on les fait au même moment. Ça aussi, ça laisse à désirer parce que vous n'allez pas empêcher les gens de pouvoir s'acheter des voitures. On le reconnaît aussi que nous avons un charroi automobile très important. On ne va pas empêcher les gens de pouvoir s'acheter des voitures. Mais quand on se met à construire, à reconstruire des routes, on les fait au même moment. Et tout, vous verrez les axes, tout est fermé. Et ça aussi, ça demande qu'on passe à l'école des think tanks RDC pour pouvoir bien faire les choses. En fait, je pense que tout ça, ça mérite d'être repensé
et voir déjà même lorsque on fait la programmation pour réaliser des travaux, on tient compte de tout cela. Parce que lorsque vous bloquez une route, il faut trouver une alternative par où les gens doivent passer. Et vous allez voir que dans la plupart des cas, c'est qu'on fait, on aménage ce qu'on appelle des voies de déviation qui permettent à ce que la circulation s'efface à mode dégradé, mais sans pour autant trop impacter en fait. Et la saison sèche, deux fois, c'est la saison qu'il faut en fait mettre à profit parce que beaucoup de gens sont en vacances, les enfants n'étudient pas et il ne pleut pas. Et c'est là où il faut accélérer en fait les travaux parce que quand les pluies vont reprendre, ça sera compliqué. Mais les grands problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est les financements. Le financement de tous ces chantiers. Mais Monsieur Bodon, vous avez dit que Dubaï nous a quand même servi, donné une leçon par rapport au pétrole qu'eux ils ont. Nous n'avons rien pour que le financement ne puisse pas suivre. Non, en fait, c'est ça. C'est même l'objet de la publication que le think tank a eu à faire après avoir organisé la deuxième édition du forum sur les infrastructures. Ok. Nous c'était au mois de juin. Oui, c'est l'année passée. L'année passée. Ouais, les 50 recommandations que nous avions à faire, nous nous sommes axés plus sur aujourd'hui des solutions innovantes en termes de financement des infrastructures. Parce que partout dans le monde, on ne finance plus les infrastructures telles qu'on le fait aujourd'hui. Il ne faut plus compter sur le budget de l'État. Il y a beaucoup de besoins, le pays a beaucoup de besoins, mais des pays tels que la RDC, nous avons un potentiel énorme pour réaliser nos infrastructures avec les ressources que nous avons. Et et quelles sont ces ressources? Mais déjà, je prends juste les ressources minières que nous avons. Okay. Ce sont des assets importants qui peuvent nous aider aujourd'hui de pouvoir réaliser en fait nos infrastructures. Nous l'avons déjà commencé avec les initiatives qu'on a aujourd'hui. C'est comme ce qu'on appelle la convention de collaboration qui existe déjà au niveau de la RDC. Les partenariats publics-privés, c'est des formes aujourd'hui disons de Est-ce que ça nous réussit, les partenariats publics-privés? Ça nous réussit, nous, en République démocratique du Congo? Nous n'avons pas encore commencé à bien l'appliquer. il y a quelques projets qui se font dans ces cadres-là, mais lorsqu'on regarde le portefeuille de projets, parce qu'aujourd'hui, on a pu mettre en place une unité de coordination de partenariats publics-privés, c'est déjà des avancées, mais il faut maintenant aller plus dans des cas plus pratiques maintenant, réaliser ce type de partenariat. Et pour y arriver, il faut aujourd'hui que nous puissions surtout créer un environnement, ce qu'on appelle le climat des affaires. C'est le climat des affaires en fait qui va permettre à ce que les privés viennent pour nous aider à réaliser ces infrastructures. C'est toute une culture, M. Bodon. Et il y a des conditions pour qu'on puisse créer le climat des affaires. C'est d'abord une volonté politique. Okay. Il faut que la volonté politique soit là et je pense que cette volonté est de plus en plus manifestée aujourd'hui, mais il faut faire plus parce que le privé qui vient pour mettre son argent, vous savez, le privé, lui, il est frileux. Hein, l'investisseur frilé, quand les choses ne marchent pas, il rentre avec son argent. Ouais. Les conditions, c'est aujourd'hui, il faut qu'il n'y ait pas la corruption, qu'il n'y ait pas de tracasseries lorsque ces gens viennent, et surtout la stabilité juridique de nos contrats. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'ils signent un contrat et demain ces contrats est remis en cause, et quand ils viennent, qu'ils soient en mesure de réaliser leurs projets, de pouvoir en fait trouver un environnement qui leur permette de pouvoir mettre de l'argent et que demain qu'ils récupèrent leur argent. Et un élément essentiel encore, c'est qu'ils jouent en fait surtout, c'est qu'ils veulent venir dans des pays où vous avez une gouvernance stable, où il y a la paix, il y a la sécurité. Parce que la guerre telle que cela se passe dans notre pays aujourd'hui peut être un handicap pour attirer en fait des investissements au niveau de notre pays. Ok, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit. C'est un téléspectateur qui vous avait suivi, il a dit ceci. Maman, tunaye, moi si kitoko, balobi atulaka te, mais moi si kitoko akoki pe kotula, soki nzombo eleki.
Je pose cette question par rapport à ce qu'on dit de notre pays, que nous sommes la réserve mondiale et que nous attirons les investisseurs. Nous pouvons attirer les investisseurs, mais sauf que la corruption, les détournements, ce sont des cris que nous envoyons dans les oreilles des investisseurs et ça fait mal. Totuli atatu samwasikito. Ah, mais son lingala est très fort. Nzombo d'abord, je crois. Nzombo, c'est être fier, tu fais des... tu vois... En fait, c'est un peu... Vous êtes tellement sûr et que, voilà. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Il ne suffit pas d'avoir le potentiel. Notre pays regorge beaucoup de ressources. C'est un pays potentiellement riche et qui peut attirer un grand nombre d'investisseurs. Cela ne suffit pas. Encore faudrait-il que lorsque ces investisseurs viennent, qu'il puisse y avoir une raison qui va les amener à pouvoir rester. Je vous dis, on a participé dans plusieurs projets, surtout structurants d'infrastructures, mais c'est un parcours de combattant pour arriver à finaliser, disons, un contrat en République démocratique du Congo. Pourquoi nous ne comprenons pas ou quels sont les pesanteurs? Mais le pesanteur, c'est en fait déjà de manière structurelle. Parce qu'aujourd'hui, lorsque ces investisseurs viennent, je l'ai dit tantôt, ils ont besoin de trouver déjà une gouvernance qui leur permette de pouvoir mieux faire les choses. Lorsqu'il y a des tracasseries, lorsqu'aujourd'hui ces investisseurs peuvent faire face à la corruption, c'est des choses qui découragent, qui font qu'ils ne puissent pas en fait rester. C'est ça le plus grand problème. C'est-à-dire aujourd'hui, peu importe le potentiel qu'on a, il faut que nous puissions améliorer le climat des affaires. Je pense que même la cellule qui est rattachée à la présidence, qui s'occupe du climat des affaires, dans leur publication sur le baromètre qu'ils ont publié, c'est écrit noir sur blanc. Les scores que nous avons aujourd'hui ne permettent pas à ce que des investisseurs se disent que c'est une destination où nous pouvons aller pour... Alors, qu'il faudra-t-il faire? Parce que soit on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour aller en guerre contre toutes ces pratiques, soit on laisse les choses comme cela, et puis qu'on continue, la vie continue, et puis on ne sait jamais. Comment arriver à bout de toutes ces pratiques? Malversation, détournement, corruption. Non, vous avez amené le projet qui sera bon pour les pays, qui sera bénéfique pour un grand nombre. Vous vous dites, où est ma part? Comment mettre fin à ça? Je pense que c'est vraiment d'abord une question, je crois, nous, au niveau du think tank, nous avons mis en place un programme que nous avons appelé la lutte pour l'intégrité et contre la corruption. Nous, ne disons pas la lutte contre la corruption. Non, pour l'intégrité et contre la corruption. Quelle est la nuance? La nuance, c'est qu'il faut d'abord apprendre aux gens comment être intègre, avant d'apprendre aux gens comment lutter contre la corruption. Nous, on fait l'inverse. Il faut déjà apprendre aux gens. Vous savez, dans le pays qui ont émergé, tel que le Singapour, aujourd'hui la Corée du Sud, l'intégrité, c'est une culture. C'est ancré. Un petit enfant qui naît déjà aujourd'hui a cette notion du bien commun. Il sait déjà comment rester intègre dans ce qu'il fait. Et c'est une honte, par exemple, quand on te trouve en train de tricher. Parce que quand on t'attrape tricheur, ça te colle toute ta vie, tout ton CV. Et quand on te colle que tu as falsifié un jour un diplôme, tout cela un document, c'est toute ta vie. Et les gens craignent cela. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On doit apprendre. Moi, je pense qu'il y a une génération qui doit être formée pour permettre à ce que l'on puisse chasser en fait cette mauvaise culture. Parce qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante, les détournements des fonds. Et ça, on peut mettre toutes les lois. On peut mettre en place toutes les sanctions possibles. Mais si ce n'est pas une culture,
on n'aura rien fait. Ça doit être une culture, ça doit être enseigné à la maison, à l'école, partout. Et ce sont des valeurs que nous devons porter. C'est ce qui va nous amener à vraiment éradiquer cela. Alors, pour ça, là, nous, Fièrement Congolais, a organisé un festival Congo Uni Bomoko avec un thème vraiment éloquent. Enseigne-moi la République démocratique du Congo. Nous apprenons la République aux enfants à pouvoir comprendre et surtout comment pratiquer le patriotisme. Parce que ça ne peut plus rester un slogan. Alors nous avons commencé vraiment à aller chercher dans les chefs des enfants pour, on appelle ça comment, pour les formater déjà, pour qu'ils soient hors du danger. Parce qu'on trouve que ces virus-là, c'est carrément un cancer et il y a déjà la métastase au niveau des adultes. Donc nous devons vraiment tout faire pour que demain, qu'on puisse parler de la République démocratique du Congo, mais en bon. Dans les bons, pardon, nous aurons besoin de vos services quand il le faudra. Alors, allons un peu visiter au mois de juin passé, dernier, vous avez organisé un forum financier et êtes-vous satisfait des résultats issus de ces grands rendez-vous? Parce que peut-être vos efforts quand même, il y a des efforts que vous fournissez, mais il y en a quand même qui donnent déjà des fruits. Êtes-vous satisfait? Oui, en fait, on est satisfait parce que ça a été une réussite, ce forum. On a pu rassembler plus de 500 acteurs qui sont dans l'écosystème du secteur financier, les banquiers, tous ceux qui sont dans l'assurance, dans la microfinance, le fintech, et même dans d'autres métiers, surtout dans la formation liée à la finance. Et c'est un forum où nous avons abordé des thèmes quand même très importants pour le pays. Parce que le thème central, c'était libérer le potentiel financier de la RDC. Parce que nous sommes rendus compte d'une chose, que la RDC a un potentiel, comme j'étais en train de le dire tantôt, pour financer en fait son développement. Aujourd'hui, nous avons un potentiel énorme, de par notre démographie déjà, et lorsque nous arrivons à comprendre cela et arriver à libérer ces potentiels, cela va nous permettre de pouvoir en fait financer notre développement. Parce que tout ce qui tourne autour du développement, il faut trouver le moyen en fait pour financer ces développements. Et c'est ainsi que nous avons mis en place cette tribune en fait d'échange pour essayer de réfléchir ensemble sur des cas pratiques, en fait, des solutions pratiques qui vont permettre à la RDC de pouvoir libérer son potentiel. Déjà un potentiel au niveau de notre système bancaire, arriver déjà à avoir des réformes qu'il faut mettre en place. Vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une banque congolaise. Toutes les banques que nous avons sont des banques qui appartiennent à des étrangers. On y pense quand même, parce que ça fait des années qu'on n'a plus de banques. On avait la banque agricole qui, à l'époque, c'était la banque agricole. Ouais. Déjà, moi, j'irais juste d'abord juste, il faut parler même des banques commerciales que nous avons. Nous n'avons pas de banques congolaises. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous empêcher de le faire? Et vous allez voir qu'il il n'y a rien qui nous empêche. Il n'y a rien qui nous empêche. Aujourd'hui, les Congolais doivent prendre conscience que si nous voulons bâtir ces pays, nous devons nous impliquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui ont des moyens, qui ont de l'argent. Mais où va cet argent? Alors que le secteur bancaire, c'est un secteur qui peut être porté par des Congolais même. Je ne vais pas citer le nom de banque pour ne pas faire la publicité. Ici, c'est des banques qui appartiennent, qu'on peut facilement identifier chaque banque avec un pays. Oui, des Indiens, des Camerounais. Et ça, ce qui est arrivé, c'est aujourd'hui, ça a été porté par les États eux-mêmes. Ils se sont dit, nous devons créer des champions dans ces secteurs, dans ces domaines.
Et c'était la vision en fait du pays, de créer des champions. Le grand que nous connaissons aujourd'hui, je vais vous parler tel que Dangote. Dangote, oui. Dangote, c'est parce que le président nigérien lui-même s'est dit, il faut qu'on crée des champions nigériens, partout, qu'on puisse parler d'eux. Et ça, vous allez dans des pays tels que la Côte d'Ivoire, vous allez voir aujourd'hui dans la plupart des entreprises, dans le secteur du BTP, dans le secteur agricole, des champions qu'ils ont. Ça a été créé en fait à l'époque où Fouette s'est dit, on va créer en fait des champions ivoiriens. Ils ont donné des contrats à ces entreprises ivoiriennes qui, à leur tour, se sont alliés avec d'autres entreprises internationales pour permettre à ce qu'ils puissent gagner en expertise, mais aussi avoir des capitaux frais pour réaliser ces projets. Et après quelques bouts de temps, ils sont devenus des champions. En fait, c'est ça. On parle du secteur des assurances. Aujourd'hui, les primes des assurances, avec la démographie que nous avons en République démocratique du Congo, mais nous pouvons aujourd'hui financer nos infrastructures. Et ça, c'est important. Et nous avons parlé de l'entrepreneuriat, entre autres, pour trouver aujourd'hui comment est-ce que les banques peuvent venir en aide en fait aux entrepreneurs. Parce que j'étais avec des jeunes, chaque fois, lorsqu'on leur parle de l'entrepreneuriat, ils disent, mais vous nous poussez, il faut faire l'entrepreneuriat. Oui, on a des idées, mais lorsqu'on va pour solliciter un crédit, personne ne nous donne des crédits. C'est tout ça en fait. Les banques ne veulent pas prendre des risques. Non, ce sont des banques commerciales et les risques sont trop élevés avec les débutants. Ces entreprises. Donc c'est tout ça. Nous avons essayé aussi de parler un peu sur des sujets importants qui sont par exemple la sortie de la RDC de la liste grise des GAFI en termes de blanchiment d'argent, tout cela, parce que tout ça constitue des obstacles pour nous pour, par exemple, aujourd'hui accéder à certains types de financement sur le marché. Et ça, c'est des sujets que nous avons abordés et nous sommes en train de finaliser le document que nous allons... Il y a eu sûrement des recommandations. Oui, les recommandations sont... nous allons organiser, ça sera un point de presse avec la présentation du document que nous avons intitulé « La voie à suivre » pour libérer les potentiels financiers de la RDC et que nous allons présenter. Et nous allons à ces moments-là dévoiler un peu toutes les recommandations qui sont ressorties en fait de tout ce qu'on a eu comme débat, parce que nous avons eu des experts qui sont venus d'ailleurs, mais aussi des experts locaux ici avec qui nous avons travaillé pour échanger autour de tous ces thèmes-là. Pensez-vous que tout est lié à la volonté politique? Parce que en RDC, tout est politisé. Pensez-vous, pour que nous puissions sortir de cette situation que nous venons de décrire tout à l'heure, pour que les pays puissent accueillir les investisseurs et qu'il y ait un décollage effectif de notre économie, pensez-vous que la politique doit changer sa politique? En fait, ou les politiques doivent changer la politique du pays? Il y a ce que moi j'appelle les ingrédients pour réellement arriver à déclencher le décollage économique, le développement de notre pays. Parmi ces ingrédients, la première des choses, c'est la volonté politique. Cette volonté politique ne se réduit pas aujourd'hui au chef de l'État lui-même. Ça doit être l'ensemble de l'écosystème qui l'accompagne, qui doit avoir cette volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, il peut prendre des mesures, il peut bien avoir la volonté que certaines choses se réalisent, mais si cela n'est pas accompagné, créer des millionnaires, si cela n'est pas suivi, derrière, tout ce qu'on peut avoir comme volonté sera réduit à néant. Et deuxièmement, c'est aussi la méritocratie. Vous savez, des pays tels que Singapour, je l'ai dit tantôt ici avec Lee Kuan Yew, qui est le père de la modernisation de ces pays, mais
il a misé sur la méritocratie, sur les compétences. Aujourd'hui, il faudrait que l'on puisse travailler avec des personnes compétentes. Des personnes compétentes parce que ce sont eux en fait qui vont constituer cette étincelle qui va permettre à ce que le développement de notre pays puisse arriver. Le Congolais a horreur de la compétence. Le Congolais a horreur de l'honnêteté. Le Congolais a horreur de la rigueur. Le Congolais a horreur. Alors, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des mesures coercitives, qu'on puisse appliquer le bâton? Est-ce qu'on ne peut pas? Ce n'est pas un problème de mentalité chez nous, mentalement. Non. Dans think tank, vous ne pouvez pas engager des psychologues pour qu'on puisse travailler sur le mental des Congolais? Non, en fait, c'est comme je l'ai dit encore tantôt, c'est une question de culture. Il faut que les gens comprennent, par exemple, aujourd'hui, je vais prendre un exemple, parce que je discutais avec quelqu'un qui m'a raconté, qui dit, à l'époque, lorsque tu étais étudiant au campus, tu vivais au home, et que tu revenais les week-ends ou bien pendant les vacances au quartier, mais c'est tout le monde qui venait te voir. Bien sûr. C'était sacré en fait. Attends, oh là là. Mais aujourd'hui, on s'en fout en fait de cela, parce que les gens comprennent et ils savent que c'est pas les critères pour accéder à certains postes, pour arriver à certains endroits. C'est pas les critères en fait. Et ça décourage. Et ça, on fait en fait diluer l'importance ou bien la valeur qu'on donne à la compétence, à la connaissance aujourd'hui. Il faut que l'on puisse placer la barre, elle doit être très haute pour que les gens comprennent qu'on a besoin des personnes compétentes. Et c'est là qu'on doit en fait se reposer. Parce que partout, tous les pays que nous voyons aujourd'hui qui ont émergé, ils ont bâti leur émergence sur la méritocratie, sur la connaissance, sur la compétence et particulièrement sur l'éducation. Lorsque vous voyez Al Maktoum, qui est le mire de Dubaï, vous lisez son livre, on lui demande qu'est-ce qu'il a eu à faire comme miracle pour faire en sorte qu'aujourd'hui, que Dubaï, qui est un désert, soit ce qu'il est aujourd'hui. Il a dit, j'ai fait 3 choses. J'ai investi dans l'éducation. J'ai investi dans l'éducation. J'ai investi dans l'éducation. Les 3 choses. Les 3 choses. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est l'éducation en fait. C'est le secteur primordial sur lequel il faudrait se baser. Parce que la guerre qu'on connaît aujourd'hui, c'est une guerre de connaissances. C'est l'économie des connaissances en fait qui porte tout aujourd'hui. Parce que même notre développement, madame, aujourd'hui, nous sommes dans une période qui, aujourd'hui, on parle de la 4e révolution industrielle, qui est la révolution numérique, et c'est la guerre aux matières premières stratégiques. Si nous n'avons pas, nous, investi dans des filières qui nous permettent de pouvoir comprendre aujourd'hui ce qu'il faut faire de nos ressources minières qui sont aujourd'hui convoitées par tout le monde, mais il y a d'autres personnes qui viendront prendre la décision de la plus belle manière à notre place. Oui. Il faut anticiper les choses, c'est dans ces filières-là. Parce que la meilleure des choses, c'est quoi? C'est que ces matières premières soient transformées sur place. Que l'on puisse plus, disons, exporter du brut. Que la chaîne de valeur soit créée sur place. Mais pour créer cette chaîne de valeur, il faut créer en fait de personnes, former de personnes qui maîtrisent toutes les étapes de l'exploration à la production, en passant à la production jusqu'à la transformation. Donc, tout ça, c'est dans l'homme qu'il faut investir. C'est pourquoi nous pensons que ici, le capital humain, c'est la première richesse d'une nation. Avant de pouvoir parler de l'or, du coltan, des diamants, des cuivres, il
faut parler de l'homme congolais. Parce que si cet homme, si notre capital humain, nous ne sommes pas riches en capital humain, tout ce que nous aurons sous notre sol va être utilisé par d'autres personnes. Ouais, ils vont sauter sur l'occasion, nous osons croire. Et il faut profiter en fait de cette période parce que ce sont des ressources qui sont épuisables. Épuisables, oui. Je dis toujours cela, le lithium que nous avons aujourd'hui, demain si la science arrive à découvrir un autre minerai, ça risque de devenir des pierres entre nos mains. Ouais. C'est pourquoi dans la stratégie, dans notre manière de penser, de réfléchir, nous devons avoir cette lecture prospective, de savoir que c'est le moment fatidique de pouvoir réellement exploiter cela, mais en même temps faire en sorte que tout ce que nous allons tirer comme dividende nous permette en fait de nous préparer pour l'après-lithium, l'après-cobalt, l'après-cuivre. Parce que si nous ne nous préparons pas à cela, demain, nous allons rester avec nos minéraux et ça va servir à rien. Ouf, un téléspectateur de l'Omami qui a suivi vos activités sur nos antennes aimerait savoir si le think tank RDC Stratégie, à l'instar des pouvoirs publics, accompagne aussi les jeunes entrepreneurs pour bien mûrir le projet ou assurer la bonne exécution. Si oui, comment faire pour se rapprocher de vos services? En fait, nous sommes un think tank, mais déjà, ça c'est un peu, nous avons reçu en fait un grand nombre de questions pareilles. Donc, ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est ce qu'on appelle un do tank. Un do tank qui est en fait un réservoir de délivrer, d'accompagner les gens. Et nous aurons un accent particulier sur tout ce qui concerne aujourd'hui l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons effectué dans nos missions que nous avons effectuées dernièrement au Maroc, où nous travaillons avec le PME Maroc PME, et nous sommes en train de réfléchir sur surtout mettre en place un incubateur qui va permettre à ce que nous puissions accompagner les jeunes surtout, les entrepreneurs, où nous les amenons des idées qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils peuvent aller signer un contrat pour trouver le financement pour leur projet. Donc ça fait partie en fait de programmes que nous avons, et je crois que je vous parlerai d'ailleurs aussi de deux activités majeures que nous allons organiser. C'est que déjà en marge de la CAN qui va se passer au Maroc, nous allons organiser ce que nous appelons un village économique, Léopard Business, c'est comme ça que c'est dénommé. Et nous avons un accent particulier sur un peu de B2B que nous allons organiser avec les entreprises marocaines qui sont intéressées à financer, qui sont intéressées à pouvoir aussi, disons, utiliser les produits qui viennent de la RDC. Et là, nous allons aussi parler des sujets intéressants, surtout sur le business, les échanges économiques entre les deux pays. Et nous avons une deuxième activité qui va avoir lieu l'année prochaine, que nous avons dénommé le Forum du Futur. Le Forum du Futur. Le Forum du Futur. Nous parlons de la RDC. On n'a pas réussi encore pour le présent. Vous voulez nous projeter dans le futur? Mais en fait, le présent, c'est ce que nous avons déjà. Comment est-ce que nous devons rentabiliser pour avoir un futur prospère? C'est à quoi nous allons répondre. Et particulièrement, nous allons parler de la RDC en 2060. Déjà, vous projetez. Pourquoi 2060? Parce qu'en 2060, ça sera le centenaire de l'indépendance de la RDC. De la RDC. Et nous voulons... 2060, nous serons encore là? En fait... J'ai quel âge aujourd'hui? J'ai 18 ans, plus 60, plus... Bon, ça va aller plus... C'est ça en fait le problème. C'est lorsque nous avons présenté quelque part, c'est en fait la réflexion qu'une personne a fait. Moi j'ai dit c'est ça en fait notre problème. C'est ça. Nous ne devons pas vivre pour nous, nous devons vivre pour les générations futures. Tout à fait. Et normalement, ceux qui ont vécu avant nous devraient vivre pour nous. Tout à fait. Parce comme ils ne l'ont pas vraiment fait,
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, chaque Congolais pense à lui. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que Jésus? Il ne pense pas à demain. Nous voulons penser à la RDC en 2060. Nous voulons dire qu'il faut qu'il y ait une rupture. Tout à fait. Nous avons célébré cette année le 65e anniversaire de notre indépendance. Nous sommes encore à la croisée de chemin de notre développement. Et si rien n'est fait, je vous dis qu'en 2060, ça sera le même discours que nous avons aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une génération qui prend conscience de cela pour dire qu'il faut préparer notre futur. Et toutes les grandes nations, ils se sont projetées. Et nous voulons organiser ces forums. C'est pour pas réfléchir seulement, mais pour dire, donner des aspirations et pour dire qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'en 2060, nous puissions avoir une République démocratique du Congo prospère. Et ça dans tous les aspects, dans tous les secteurs. Et pour ça, ça doit être porté par la jeunesse. Parce qu'en 2060, plus de 70% de la population congolaise, ça sera des jeunes de moins de 25 ans. Et si nous ne préparons pas cela aujourd'hui, nous allons arriver en 2060, ça sera le même discours. Et le nombre d'années qui nous reste pour atteindre 2060, c'est le nombre d'années que la Corée a pris pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, que la Chine a pris pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous pouvons réduire ce nombre d'années parce que nous pouvons nous servir en fait de ce qui s'est passé dans ces nations-là. C'est pourquoi nous nous projetons en 2060 et nous devons prendre des résolutions aujourd'hui. Et comme je le disais, il faut construire, créer une génération qui porte ses rêves de ce Congo prospère. Parce que ce n'est pas un individu, c'est une génération qui doit porter ses rêves. Et c'est cette génération que nous voulons préparer. Nous félicitons la première dame, la distinguée première dame avec la bourse Excellencia, parce que là, on cherche l'excellence et on cherche la méritocratie. Et nous osons croire que le monde dont vous rêvez, on peut l'épuiser dans ces enfants-là, qui aujourd'hui obtiennent leur bourse pour aller étudier, soit à l'extérieur, soit ici, mais qui sont les meilleurs en fait. Quand on choisit les meilleurs, c'est pour que nous puissions remplir, soit à s'ouvrir la soif que vous avez de pouvoir voir la République démocratique du Congo être un pays qui challenge aussi d'autres pays sur le plan international. Et c'est très important, hein, parce que j'ai vu d'ailleurs que là, la fondation va prendre un nouveau nom, c'est l'ONA, qui veut dire planter. Planter. Ça, nous saluons. Lorsque je vis ça, j'étais très content. En fait, c'est une vision qui est traduite, que la formation, c'est un investissement. C'est qu'on fait. Vous savez, je suis parti visiter ce qu'on appelle les écoles des métiers d'excellence au Maroc. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre une tournure importante en Afrique. On est allé dans une école, en fait, ils forment des Marocains qui vont envoyer dans les grandes écoles du monde, dans le secteur, surtout dans le filière de la science, mathématiques, physique. Et vous allez en France, lorsque vous regardez le taux de réussite dans les grandes écoles, c'est le Maroc qui vient en première position. Et ces Marocains, demain, vont rentrer chez eux. Ils sont formés, ils sont préparés pour affronter ces grandes écoles. Et ça, c'est la vision d'un pays qui veut devenir incontournable en Afrique. Et ça va arriver. Et c'est pourquoi ce sont des initiatives qu'il faudrait que nous puissions encourager, mais je pense que ça doit être très stratégique. Pour que ces jeunes lauréats qui vont, faut savoir que c'est la matière grise, c'est les élites congolaises que vous avez à l'étranger. Et mettre derrière maintenant une politique qui fera en sorte que quand ils ont fini leur formation, qu'ils reviennent. Parce que ça risque d'être une fuite des cerveaux. Et on n'aura que tous les meilleurs sont partis et on n'a pas en fait de meilleurs avec nous. C'est là où il faudrait réellement que cet investissement, tel que cela est fait, nous saluons déjà, disons, cette initiative et nous pensons que cette dimension-là sera intégrée dans la nouvelle version LONA que nous avons vue. D'accord, alors nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous l'aviez dit
à l'entame de cette émission, lors de la 60e Assemblée générale de la BAD, tenue en Côte d'Ivoire, vous aviez reçu les prestigieux prix Babacar Ndiaye, c'est ça? Ouais. Et pour vos prouesses, on le reconnaît même quand vous parlez, et vous valez cette distinction de manière pragmatique. Alors, vous faites du pragmatisme votre cheval de bataille. Mais les Congolais ne sont pas forts dans ça. Nous parlons trop. Nous parlons, or le pragmatisme, c'est l'action. Mais nous, les Congolais, nous aimons bien parler, Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous avez en face de vous des Congolais qui manifestent la bonne volonté de pouvoir faire ce qui est bien, mais on parle trop de discours. Les actions ne suivent pas. Non, en fait, moi je pense qu'il faut toujours encourager. Ça, c'est la première des choses. Je pense que ça, je vais prendre juste une anecdote. C'est le 12 août, c'était la journée internationale de la jeunesse. Ouais. Et nous avons été invités pour parler aux jeunes. Et comme c'était avec deux invités qui venaient d'ailleurs, il y avait des autres pays, il y avait un interprète, c'est un jeune, qui interprétait. Mais à un moment, il n'entendait pas bien ce que la dame qui venait de zimbabwéenne, je pense. Ouais. Et l'auditoire, ils se sont mis en fait, ils ont commencé à se moquer du jeune. C'est pas vrai. Et c'est pourquoi lorsque on a vu les jeunes, on l'a encouragé. Oui. On a dit non, ça va aller. Ça va aller. Il s'est approché de la dame parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la distance qu'il avait avec la personne qui parlait, le micro, les baffles, il n'avait pas les retours. Oui. Mais quand il s'est approché de la dame, il entendait tout, mais il a carrément bien interprété. Et je pense un des intervenants, la primaire, par exemple, pour dire c'est ce qui se passe avec les Congolais. Nous n'encourageons pas. C'est vrai. Nous sommes prêts à critiquer, à se moquer. À se moquer. Ouais. Et c'est pourquoi vous allez voir que la plupart des compétences qui sont négligées ici chez nous sont reconnues ailleurs. Sont reconnues ailleurs. Ça, c'est très important. Et de la même manière que nous avons aujourd'hui ce que j'appelle comme l'okapi, qui est le seul animal qu'on retrouve en RDC. Qu'on retrouvait. Voilà. Parce que c'est là, maintenant, on retrouve l'okapi un peu. Non, mais l'origine, c'est la RDC. Il faut savoir que vous avez aussi des hommes qui sont des okapis de ces pays. Très bien. Qu'on retrouve vous en êtes un. Bon, c'est vous qui le dites. Oui, je le dis. Je m'assure. Alors, c'est ça en fait. Ouais. On doit savoir reconnaître le nôtre. Ouais. Et les Congolais, la chose la plus importante, disons, qui nous fait défaut, c'est ça. Nous n'arrivons pas à nous apprécier. Et moi, je peux vous donner un témoignage. Je me retrouve avec des experts ivoiriens. Et il y a un qui vient me voir, qui me dit ceci. Et ça, je l'ai retenu. Ouais. Il dit... Monsieur Matungulu, moi, si Dieu me demandait de recréer le monde, je lui demanderais de pouvoir en fait faire quoi? Mais créer Congolais. Waouh! Moi je dis les Ivoiriens nous aiment bien, hein, ça c'est vrai. Hein? Congolais, vous voulez être Congolais? Ouais. Il dit oui. Il dit mais il y a juste une chose. Oui. C'est que ça, il faut que les Congolais puissent corriger. C'est qu'un Congolais ne reconnaît pas toujours les compétences qui se trouvent dans l'autre. Moi, il dit pourquoi? Il dit non, parce que je vous ai pratiqué. Il dit je peux être avec vous, vous allez critiquer l'autre Congolais qui est à côté. Quand je vais chez lui, il te critique aussi. Alors je me dis, mais ces gens, qu'est-ce qui se passe? Le jour où le Congolais va comprendre que nous devons être unis et travailler ensemble, ce jour-là, ce pays va décoller. Et ça, c'est ce qu'il nous faut. Du point de vue économique, même du point de vue politique, nous avons besoin de l'unité. L'unité que notre seule vision ici puisse être le développement du Congo. Je dis toujours, pour construire une route, pour construire une école, pour donner de l'eau, l'électricité à la population, ça n'a aucune coloration politique. Non, pas du tout. Ni ethnique, ni tribale. La route qui va être construite, ça sera et pour l'opposition et pour le pouvoir. Oui, et sûr. Pour celui qui est de l'Est et pour celui qui est de l'Ouest. Donc ce sont
des barrières que nous devons faire tomber. Et c'est dire que nous avons notre seule vision, c'est de voir un Congo prospère. Nous n'avons pas fini avec toi, mais c'est l'heure qui nous trahit. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Bodom Matungulu, ça a toujours été un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau, parce que même les téléspectateurs les sentent que, en tout cas, c'est ce qui fait l'objet de nos émissions quand nous sommes avec vous, font en sorte que l'homme congolais soit construit. Vous construisez l'intérieur, vous construisez aussi l'extérieur par ce que vous donnez. En tout cas, c'est ce qu'un jeune m'avait dit. Il a d'ailleurs dit qu'il fera un effort pour venir vous rencontrer en face, parler avec vous, parce qu'il a des choses, il a rêvé des choses. Quand il dit rêver, il a rêvé, il vous a rêvé, en fait. Il a rêvé de vous. Ah bon? Voilà. Alors, je vais, parce il a effectué un déplacement en Angola. Quand il va revenir, je vous mettrai en contact avec vous et vous allez parler avec ces jeunes. C'est aussi un jeune qui voit loin, qui aime son pays, mais qui a des remords, beaucoup de remords par rapport à ce qui s'est fait, par rapport à ce système qu'on a instauré ici. Mais je crois que ce n'est pas impossible de pouvoir basculer de l'autre côté pour pouvoir bien faire les choses et que nous puissions bien jouer notre partition pour que tout le monde entier puisse jouer au rythme de la République démocratique du Congo, parce que nous avons tout ici. Merci, je serai heureux de les rencontrer. D'accord, merci de nous avoir suivis. Continuez avec des questions. En tout cas, nous ne lasserons pas de pouvoir encore appeler M. Bodom, à moins que vous nous disiez non, je crois avec la RTNC2, ça va, ça suffit. Mais on ne va plus vous lâcher. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre pays et vous défendez si bien la République démocratique du Congo. C'est pourquoi fièrement congolais cette émission est fière de vous. Et nous allons toujours prendre comme exemple vous qui êtes une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est encore des jeunes qui avaient suivi l'émission. Alors, on se retrouve au prochain numéro, bien sûr avec vos questions qui vont accompagner l'émission prochaine, sûrement, avec M. Bodom Matungulu, qui est le président des think tank RDC Stratégie. Au revoir.